Donc, bonjour et bienvenue à Be Back Podcast, le podcast sur l'univers des concessionnaires automobiles. Mon nom est Pierre-Olivier, je suis cofondateur de Pixel Guru et aujourd'hui, le podcast est commandité par BDC Solutions. En fait, aujourd'hui, on va parler des technologies dans le monde automobile. Je reçois Carl Boyer, le fondateur de Infra-Info. En fait, les technologies, c'est relativement très large. Vous allez voir, Carl a une tête très rempli et très connaisseur sur le sujet. Vous allez peut-être saigner du nez un petit peu. Vous allez voir, Carl il est intense, puis il va très loin et très connaisseur. Souvent, j'ai de la misère à suivre le rythme. Donc, restez affûtés. Prenez-vous un petit café, un petit gourou, puis on embarque avec ça. Salut, Carl, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Yes. Carl, parle-nous un petit peu de qui t'es, comment tu t'es ramassé un peu dans le monde de l'automobile, puis un peu ton background qui fait que tu es un génie informatique en ce moment. Faut faire attention avec génie, là. C'est relatif, mais ceci étant dit, on va commencer par un chin. Ça va nous détendre un peu. Ceci étant dit, mon background, oui, c'est vrai, je suis une drôle de bébite pour certains. Concentré beaucoup sur les technologies, concentré sur l'évolution du domaine technologique, effectivement. Et puis, les concessionnaires automobiles ont été, à la base, initié par l'entreprise, je te dirais aux alentours de 2010. Okay. C'est à partir de là que les concessionnaires, un concessionnaire principalement qui m'a téléphoné pour m'occuper de son impartition informatique, donc m'occuper de son parc informatique, okay. S'occuper du réseau, s'occuper des périphériques à l'interne, s'occuper aussi de tout ce qu'il pouvait y avoir comme questionnement parce que en 2010, encore pour certains concessionnaires, il y avait de la location de matériel qui était fait. Okay. Ce qui est plus fait aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment? C'est moins courant. Okay. Je te dirais, c'est même disparu totalement. Mais okay. Certains fournisseurs DMS, à ce moment-là, faisaient de la location de postes de travail, d'écrans et ainsi de suite. Ouais, donc, c'est à partir de ce moment-là, le 2010, qu'on a soumissionné pour un concessionnaire et puis qu'on a fait nos premières traces là, avec eux là, au sein des concessions automobiles. Vous occupiez de vraiment prendre tout ce qui est matériel informatique ou qui a un rapport avec le matériel informatique et les réseaux, puis le monde vous appelait hey, « mon ordi est buggé » ou exactement. Peu importe. On s'occupait du parc, du serveur, on s'occupait aussi de tout ce qui pouvait toucher au périphérique. Okay. Et dans les concessionnaires automobiles aussi, ils ont aussi des serveurs. Il y avait des serveurs Microsoft, la gestion de licences, l'ensemble de toute cette gestion-là là, qui était aussi présente là, au niveau du domaine. Mais avant de te rendre à faire ça pour un concessionnaire, tu viens de quel background? Comment j'ai fait mes études au Cégep à Lionel Groulx et puis j'ai étudié justement en sécurité, en gestion de réseau et puis okay. C'est donc à partir de là. Plus tard, quand j'étais plus jeune, j'ai un parcours quand même assez atypique. Mon père qui avait étudié en informatique dans les années 90 a fait en sorte que j'ai pu me plonger dans ses livres et c'est à partir de ce moment-là, la curiosité et puis le développement. J'étais une personne très, très autodidacte. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça a poussé à ce que je me dirige vers des études qui pouvaient être orientées vers l'informatique, mais j'ai touché à d'autres secteurs avant. Okay. Ceci étant dit, quand je suis sorti du cégep, j'étais déjà voué à être un entrepreneur pour certains. Plusieurs qui venaient à l'école avec moi disaient tu vas sans doute ouvrir ton entreprise. Et même ma blonde, qui était ma blonde du moment, disait je suis persuadé que tu vas ouvrir ton entreprise. Et je ne sais pas si c'est la pression qui a fait que j'ai ouvert mon entreprise, mais je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Mais c'est dans cette direction-là que ça a été prise. OK. Sure. Donc, le domaine des concessionnaires automobiles est venu un petit peu plus tard au cours de ce parcours-là parce que les différents clients avec lesquels on travaillait avec d'autres secteurs d'activité. On travaillait avec des secteurs manufacturiers, le domaine de lunetterie, porte de garage. On travaillait avec des entreprises qui étaient des firmes comptables, des notaires, firmes d'ingénierie. Donc, c'est tous des gens qui étaient dans d'autres secteurs d'activité et puis qui avaient un besoin en impartition informatique. Donc, on était là, on était présents dans leur giron. Et les concessionnaires où on a commencé nos premiers pas au début ou à la fin des années 2010 dans ces eaux-là, a fait en sorte qu'on puisse amener aussi certaines compétences qu'on avait au niveau des bases de données, des interactions avec les systèmes comptables. Les ERP existaient déjà dans d'autres secteurs d'activité, gestionnaire de produits. C'était donc des trucs qui étaient déjà en place, qu'on avait pris connaissance. Et d'arriver dans les concessionnaires, là, on voyait un autre milieu
merveilleux, un autre monde, qui est un monde très petit, comme on connaît malgré sa grandeur. Là. Ah, c'est immense dans le sens que c'est un des plus gros marchés au monde, mais exact. Au Québec, même au Canada, c'est un petit monde. Là, tout le monde se connaît quand même assez bien. Là. C'est qui le premier concessionnaire? Tu peux-tu dire? On a un concessionnaire de la Rive-Nord, mais tu sais, c'était ce concessionnaire-là où on a fait notre soumission sur la Rive-Nord de Montréal, nous a donné notre première chance. Et c'est à partir de là que 2 ans plus tard, le concessionnaire en question nous téléphone et nous dit on a vraiment un problème. Et en l'espace de 2 semaines, boum, on se ramasse avec 35 concessionnaires comme clients. Okay. Expansion hyper rapide. Pourquoi? Mais ce concessionnaire-là qui nous avait initialement amené dans le domaine des concessionnaires automobiles avait un problème avec son logiciel de gestion d'échange entre les concessionnaires de même marque Toyota et Lexus. Okay. Et c'est à partir de là qu'il y a eu une explosion qui a été faite. Donc, on a reçu l'appel d'une 30aine de concessionnaires à partir de ce moment-là, dans la même semaine. Wow. Et triste nouvelle, la personne qui s'occupait des concessionnaires avec ce logiciel de gestion-là, et là, note à moi-même et note à plusieurs, lorsqu'on développe un outil technologique et qu'on est seul dans le fond de son sous-sol ou ailleurs, on se doit d'avoir une ressource complémentaire, de partager son savoir et de faire en sorte qu'on ne rende pas prisonnier nos clients. Parce que ce qui est arrivé à partir de ce moment-là, la personne a fait un ACV. Malheureusement, les concessionnaires sont tombés vraiment de très haut. Ils ne pouvaient plus transiger les véhicules entre les concessionnaires. Okay. Auraient dû revenir à une base qui était celle de construire des factures manuellement ou de façon avec Excel. Wow. Donc, à partir de ce moment-là, on a eu à contacter nos avocats parce qu'il y avait certaines règles aussi à devoir respecter. Le logiciel existait encore, la base de données existait encore, la base de données était ouverte, mais les concessionnaires, au niveau des prix, il y avait des changements de prix. Ils ne pouvaient pas faire de la facture sans modifier les prix. Donc, on a contacté nos avocats et puis se renseigner qu'est-ce qu'on pouvait faire le temps qu'on puisse entrer en contact avec ces gens-là parce que c'était très difficile d'entrer en contact avec la famille. Tu sais, il y a des familles qui se ramassent dans des situations où une personne tombe malade et puis ils se ramassent avec le fardeau de gérer ça et malheureusement n'ont aucune connaissance là-dedans, ne savent pas qui sont les clients, et c'est donc hyper important. Et puis, entrepreneurs qui êtes à l'écoute, profitez du fait que vous entendez cette tribune pour rencontrer votre notaire ou rencontrer les personnes concernées pour essayer de mettre en place une bonne structure pour ne pas vous ramasser dans des situations comme celle-là. Parce que c'est le système avant vous oui. à qui c'est arrivé. Oui, exactement. Là, vous êtes venu par la bande là, avec ce malheureux événement pour eux. Oui, donc on est arrivé dans cette situation où on essayait de contacter les personnes concernées et on s'est rendu compte que cette personne-là avait été placée dans un centre de soins longue durée. La personne était invalide. On a donc fait des démarches avec nos avocats pour dire qu'est-ce qu'on peut faire avec le logiciel qui est actif parce qu'on doit altérer l'information à l'intérieur. On doit changer les prix. On doit venir populer l'information des nouvelles pour ne pas faire en sorte que les concessionnaires soient arrêtés. Et puis, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit aussi, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a un pourcentage qu'on pouvait ajouter d'informations dans cette base de données-là qu'on pouvait atteindre. Mais à un moment donné, on aurait eu des limitations. C'est donc là qu'on a pris la décision de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? On avait déjà développé des logiciels par le passé dans d'autres secteurs d'activité. Est-ce qu'on se lance dans cette activité-là? Ben, c'était plus qu'une activité, mais dans ce défi-là. Et puis, est-ce qu'on se lance là-dedans? Et est-ce que les concessionnaires qui sont clients avec nous à ce moment-là vont embarquer aussi? Parce que, tu sais, tu as beau développer quelque chose, tu peux arriver quelques mois après et puis tout le monde décide de changer de cap. Donc, on ne voulait pas ça. Donc, c'est là qu'on a développé le premier logiciel d'échange entre les concessionnaires de même marque en ligne, Toyota et Lexus, pour être capable d'échanger les véhicules. Puis à partir de là, vous avez grimpé jusqu'à... Là, si tu nous expliques un peu l'offre de produits, l'offre de services de Cliquitel, d'Infra-Info. Oui. Bien, donc, à partir de ce moment-là, les concessionnaires commençaient à avoir des demandes. Donc, commençaient à nous poser des questions. Et puis, on était dans l'avènement du web où il y avait des changements majeurs qui se passaient.
premièrement, là, on a pris connaissance de ce qui se passait dans les concessionnaires automobiles et on leur avait vendu l'idée à la base. Achète la publicité, il faut que tu sois sur le web, il faut que tu sois sur le web, il faut que tu sois sur le web. Mais c'est pas tout d'être sur le web, là, tu sais. Et à un moment donné, on se rendait compte qu'il y avait des gens qui nous posaient des questions. Est-ce normal, je mets 40, 50, 30 000 par mois en publicité, puis en bout de ligne, il y a des moments que j'ai pas de résultats, que j'en ai d'autres. Fait que là, on tombait dans l'ère où on devenait un peu des consultants, malgré le fait qu'on ne facturait pas pour ça, mais on échangeait avec le concessionnaire pour mieux comprendre un peu ce qui se passait. Puis c'est là qu'on voyait un peu des changements arriver. Et puis c'est là que les concessionnaires ont vu ou ont commencé à constater que les walk-ins diminuaient. Et là, les gens magasinaient beaucoup plus en ligne que directement en magasin. Quand ils arrivaient, ils étaient parés, ils étaient prêts. Puis tu le sais, je pense que tu as vécu un peu l'expérience là, de vendre des voitures et d'être sur le plancher. Donc, les gars arrivaient et puis, tu sais, avec le nombre d'options qu'il peut y avoir sur un Silverado, à titre d'exemple, ben tu peux tomber dans un mode où le client a pris le temps de le magasiner adéquatement puis il arrive en concession puis il est plus ferré que la personne qui est devant lui. Fait on ne peut pas en vouloir aux conseillers qui sont là sur place parce qu'ils ont une multitude d'informations à assimiler. Mais de l'autre côté, on voyait que les gens aussi se déplaçaient. Se déplaçaient de concessions, se déplaçaient de manufacturiers ou de fabricants de véhicules, donc passaient d'une marque à l'autre. Et puis, c'est toujours dans l'expérience qui se passait en ligne. Donc, la grosse réflexion a été de dire, OK, comment pouvons-nous être en mesure de faire le fameux lien entre ce qui se passe physiquement en magasin, en concession, et de façon digitale sur les sites web et avec les différents outils en ligne. Et c'était le défi qui a été de dire à partir de 2015, on commence à tourner l'entreprise de bord, puis là, on s'affaire à comprendre l'écosystème du concessionnaire pour faire en sorte de faire parler le physique et le digital, qui est le figital qu'on appelle, et qui est la liaison entre les deux. Donc, on a commencé à tourner la business de bord. Ça veut dire qu'on a commencé à parler à nos clients qui venaient de d'autres secteurs d'activité, de référer du monde qui était en mesure de pouvoir nous épauler parce qu'il a fallu délaisser des clients pour développer nos outils, arriver à ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, le figital était vraiment de faire la liaison entre qu'est-ce qui se passe en ligne et en magasin et d'avoir une façon de palper l'information. C'est beau de dépenser des sommes astronomiques pour certains, mais à un moment donné, quand tu dépenses 30, 40, 50 et 60 000 sur Facebook ou ailleurs, ou sur différents canaux, et que tu arrives à la fin d'un mois et qu'on réussit à quantifier ça, maintenant on est capable d'établir le coût par vente, et qu'on mentionne aux concessionnaires, bien, malheureusement, on a constaté que tu avais vendu seulement 4 véhicules grâce à tes pubs, et ton 30 000 que tu payes, plus le 25 de commission que l'agence va te prendre en passant, ben divise-les par 3, c'est ça que tu as. Fait que ça permettait de mieux établir certaines compréhensions. Puis l'objectif n'était pas de venir dire « Hey, l'agence qui travaille dans la boîte n'est pas bonne. » Là. Pas ça, au contraire. C'est qu'il y a des gens qui s'assoient sur leur laurier à un moment donné avec des façons de faire, des technologies ou différents services qu'ils offrent. Et on voulait réveiller un peu l'industrie en disant, puis sans être prétentieux, les réveiller en disant « Écoute, c'est pas normal qu'il y ait 25 de commission qui soit versée à une agence, puis que ce soit en même campagne qui roule en permanence depuis des mois, des mois et des semaines. Et là, on arrive et on n'a pas de résultat. » Fait que c'était un peu normal aussi de comprendre que ça pouvait arriver dans le domaine des concessionnaires parce que certains dirigeants, où on voyait l'évolution des technologies arriver, ça arrive vite, là, et là, il sort plein d'affaires. C'est des gens, des fois, qui... puis c'est pas négatif. Au contraire, je suis une personne émotive aussi. Les gens des concessionnaires automobiles, quand ils arrivent le 10, le 11 du mois, le 12 du mois, puis qu'ils regardent les ventes qui ont été faites, ils commencent à être émotifs quand ils sont pas sur le chemin d'atteindre le blitz. Là. Et là, il se passe quoi? Ben, des fois, ils font des moves. Des fois, ils vont acquérir une nouvelle technologie où ils vont y aller sur un coup de tête. Et là, à un moment donné, tu te retrouves une bonne journée où tu rouvres les chiffres avec les contrôleurs et tu regardes les dépenses par mois qui passent. Et là, les concessionnaires font « Ouais, mais c'est quoi dans ce montant-là, ce montant-là, ce montant-là, ce montant-là? » Et
L'objectif n'est pas de venir dire qui n'était pas bon. Au contraire, c'est de venir dire les dépenses que vous faites, pouvons-nous les quantifier? Puis, tu sais, la conquête, c'est joli dans le domaine automobile. Moi, j'ai conquis ma conjointe qui vient du domaine automobile. Comme tu le sais, je t'ai déjà mentionné. Elle vient du domaine automobile. Et la conquête, c'est joli. Mais là, je vais parler de la conquête des concessionnaires. Sauf que d'acquérir ou de bonifier un client avec différents services coûte beaucoup moins cher que d'essayer d'aller vers une conquête, et tu le sais très bien. Donc, de comprendre le client, d'encadrer ton client, de maintenir une structure organisée avec ton client, fait en sorte que si tu l'accompagnes de la bonne façon et que tu le comprends, ben il y a peut-être beaucoup de chances que tu réduises tes coûts. Et c'est pas moi qui le dis, mais Forbes augmente de 2 % la fidélité de ton client, tu réduiras de 10 % tes dépenses. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on est venu dire, c'est que les outils qu'on met en place dans les concessions automobiles et qu'on veut mettre en place, c'est pour mieux comprendre vos clients et non pas de savoir que son chien s'appelle Fido, c'est pas l'objectif, mais de comprendre de quel type de véhicule, de quel type de couleur pourrait s'apparenter ses goûts. Qu'est-ce qui pourrait être orienté dans ce type de persona-là? Un persona orienté vers les besoins du client. Donc, un persona étant un dessin profil typique. Un profil, un dessin typique d'un client potentiel ou du client actif. Donc, l'objectif était vraiment de faire en sorte de mieux comprendre ce client-là et d'arriver, et par la suite de dire pourquoi investir des sommes astronomiques en dépenses publicitaires quand on peut cibler, au lieu d'envoyer 25 000 flyers dans une région, accrochés à des portes, d'envoyer des cartes postales qui vont être ciblées par rapport à un style de véhicule qui pourrait être en mesure du renouvellement des personnes. Donc, on peut arriver tout de suite avec un client puis de lui offrir un bonus supplémentaire sur un véhicule avant même qu'il commence à avoir son processus d'atteinte. Tout ce que tu viens de dire là dans les 10 dernières minutes, c'est tout vrai. Là, je suis totalement d'accord avec ça. Ma question, c'est qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre système là-dedans? Parce que tout ça, c'est vrai, mais j'imagine que tout ça vient de ton un peu plan d'affaires ou une partie que vous venez résoudre, en fait. Là, concrètement, si quelqu'un fait affaire avec ton entreprise, c'est qu'est-ce que ça vient résoudre dans ce problème-là qui est vrai? C'est une excellente question et je n'y avais pas répondu préalablement, mais je t'avais dit, si tu as à un moment donné un moment de me saisir, me saisir au bon, le voilà. Et... donc, l'objectif était de mettre en place un système de data, de gestion de données qui permet de mieux croiser l'ensemble des informations, agréger l'information, mieux comprendre les données sur lesquelles on peut aller chercher de l'information, mais aussi de faire en sorte que ces données-là, le concessionnaire puisse accueillir son client dans son écosystème à lui. Donc, son environnement d'entreprise. Puis l'écosystème, si tu l'expliques, c'est quoi, mettons? Un écosystème, c'est vraiment, je te dirais que dans un concessionnaire automobile, on va prendre la concession automobile, on parle l'écosystème de son site web, son CRM, tous les outils ou interactions qu'il peut y avoir dans son environnement. Facebook ferait dans le partie giron d'un écosystème? Facebook a son propre écosystème. Parce que le client, quand tu te promènes dans Facebook, tes données, tes informations restent dans Facebook. Exact. L'objectif d'InfraInfo est de faire sortir le client de cet écosystème-là, de faire sortir le client de Google et de sortir de là, et de l'amener dans l'écosystème de la concession. Okay. Parce que chacun a sa propre écosystème. Ce qui monétise Facebook et les autres, c'est les données en arrière de tous ces gens-là qui gravitent dans Facebook et qui restent dans Facebook. Qui rendent l'information. Exactement. Donc, nous, pour notre part à nous, on veut que le client il gravite dans le giron et dans l'écosystème du concessionnaire pour que le concessionnaire puisse mieux comprendre son client et l'aider là-dedans au travers de ça. Donc, c'est beaucoup plus dans cet objectif-là. Aussi, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a des lois, il y a des règles au niveau de tout ce qui est donné.
au Québec. Et puis, le projet de loi 64 qui a été déposé dernièrement, qui est le projet de loi au niveau des renseignements personnels, la gestion, l'organisation, le maintien de certaines données confidentielles et personnelles. C'est-tu le truc que tout le monde parle, le buzz des cookies puis cette affaire-là qui va changer? C'est-tu cette loi-là qui vient... non, ça, c'est de Apple, ça. Oui, bien, c'est ça. C'est ça. De ce côté-là, on parle de collecte de données, de cookies tierces, qu'on appelle. C'est de la collecte de données et d'informations pour différents outils qui sont mis en place. Mais ici, on parle des projets de loi au niveau des données qui sont mises en œuvre ici au Québec. Il y a des projets de loi qui ont été déposés et puis sont en analyse. Et ce qui est important de comprendre, c'est pour faire en sorte que ce soit encadré. Parce qu'aujourd'hui, les technologies vont extrêmement vite. On est capable de capter de l'information hyper rapidement. Et l'une des raisons pour lesquelles aussi j'allais dans cette voie-là, c'est que mon background en gestion de réseau, en sécurité informatique, je me suis toujours dit, si je ne suis pas satisfait de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, bien, je vais me présenter aux élections. Ce n'est pas le cas, je ne me présenterai pas aux élections, Mme Plante. Mais c'est un peu la même chose. Et là, on voyait les données s'accumuler et on voyait les différents joueurs être là, collecter l'information et tout le monde tire profit de ça. Donc, tout le monde veut tirer profit des données. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, il faut comprendre une chose, nous, ce n'est pas des services et des outils qu'on offre qui sont des outils gratuits. Le concessionnaire, il paye pour ça, c'est ses données, ses propres données à lui, dans son écosystème à lui. Fait que nous autres, ce qu'on prend, c'est qu'on prend l'ensemble des données qui arrivent, on les marche, on les traite, on les ressort de l'autre côté de la machine à saucisses, appelons-la ainsi, et les données arrivent de façon structurée pour mieux comprendre le profil d'un client. Il pourrait s'apparenter que ce client-ci a un intérêt particulier pour tel véhicule. Il pourrait s'apparenter que tel client pourrait avoir un intérêt pour tel véhicule. Puis ces informations-là, vous allez les chercher sur des tierces parties comme Google, My Business? Non, c'est là, à partir de là, qu'on discutait que tu parles de tierces cookies tierces ou différents outils. Ces données-là sont prélevées à même l'écosystème du concessionnaire. Donc, dans l'écosystème du concessionnaire, on essaie de rester en première partie de data, the first data party qu'on appelle. On essaie de rester sur place dans l'environnement et l'engiron du concessionnaire pour prendre ses propres données à lui et travailler de concert avec lui. Donc, c'est sûr et certain que les entreprises comme la nôtre doivent avoir un lien de confiance qui est établi. On doit avoir des règles qui sont très claires et très strictes et faire en sorte que ce qui se promène, on devient un peu la partie connexe de cette concession-là. Parce que sinon, autrement, les concessionnaires devraient développer ces outils-là et prendraient quelques années à faire, comme ça nous a pris déjà quelques années à développer. Et devraient avoir des experts temps plein qui vont le gérer par la suite, là, ce qui est des coûts. Donc, de façon indépendante, chacun a son silo de données, chacun a son serveur de données, chacun a sa base de données. Il n'y a aucune donnée qui se parle pour être certain qu'on reste en first-party data avec les concessionnaires et s'assurer aussi que les informations qui émanent et qui se transigent entre le concessionnaire et nous, on les respecte. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a des règles au niveau du CRTC. Tu ne peux pas prendre le téléphone et appeler quelqu'un qui a soumis un formulaire juste pour le plaisir d'avoir demandé de l'information après 18 mois. Prendre le téléphone et de le rappeler, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Donc, il y a des règles à suivre. 6 mois moins un jour, si quelqu'un demande une demande d'information. 18 mois moins un jour, si la personne a eu une transaction complète. Avant qu'il puisse avoir un client qui est, on appelle un client actif dans une concession. C'est 18 mois, non, c'est 12 mois, tu as dit? 18 mois moins un jour ou 24 mois selon différents critères. S'il y a eu une transaction. S'il y a eu une transaction selon différents critères. Juste une demande d'information. Juste une demande d'information, c'est 6 mois moins un jour. 6 mois moins un jour. Donc, sinon, tu dois le passer par le CRTC. Passer par le CRTC, ça veut dire, est-ce que cette personne-là a accepté qu'on puisse interagir avec lui? Donc, cocher un « j'accepte d'être contacté ». Fait que, tu sais, nous, à partir du moment où on a pris connaissance de ces informations-là, à partir du moment où on prend connaissance aussi des projets de loi qui s'en viennent et qui vont être en vigueur sous peu, on se dit, nous autres, la gestion de données, la gestion de data, notre DMP est là pour s'assurer que ce qui génère au travers de ça là, et ce qui sort dans le visage du concessionnaire quand il travaille, que ce soit des données qui soient conformes. Fait que la responsabilité qu'on a aussi, c'est de travailler de concert avec eux, mais de s'assurer qu'on respecte les règles et les lois. Puis on marche sur une ligne qui est très, très fragile parce que c'est le core de notre business. Fait que tu sais, tu peux pas jouer
avec ces éléments-là. L'autre chose, c'est qu'on a différents outils maintenant qui nous permettent d'être capables des systèmes de référencement qu'on a amené de d'autres secteurs d'activité, qui est un système d'échange SMS, qui permet d'être capable de faire en sorte que le concessionnaire n'a pas besoin de se soucier qu'il va avoir à gérer un cartable avec des références de qui appelle qui, et ainsi de suite. Ça se fait de façon automatique. Quand on entre le numéro de téléphone dans nos systèmes, automatiquement, ça envoie un SMS. Le SMS confirme. Si le client revient, le client achète, bien là, ça vient valider que la personne a consommé. Ça envoie un autre texto à la personne qui a référé. Là, si tu n'as pas toujours saigné du nez, tu restes avec moi, on est correct. Je suis là. Donc, le texto confirme à la personne que viens chercher ton prêt en concession parce qu'on t'a référé. Okay. Et là, on essaye de venir bonifier les concessionnaires en leur disant, vous avez une clientèle active, faites-la travailler. Dans les années 80, le mononcle arrivait avec sa voiture puis il venait la montrer à tout le monde. Aujourd'hui, en partie, c'est sûr qu'avec le COVID, c'est différent, mais les gens partagent leurs photos sur les réseaux sociaux, les gens interagissent encore avec la famille et c'est important qu'on fasse travailler ces références-là, puis ces gens-là viennent nous aider. Parce que les écosystèmes comme Facebook et Google, je ne veux pas faire de politique ou de propagande ou de lobbying envers Google et les autres, mais au contraire, eux, quand tu es dans leur écosystème, ils s'occupent de leurs données, de leurs trucs à eux. Fait qu'on utilise ces canaux-là, par exemple. T'sais, on utilise Google My Business où on pousse des inventaires pour que le client puisse cliquer et tomber sur le site web au bon endroit pour s'assurer qu'on ait un profil client qu'on puisse accompagner. On a des chats pour interagir. On a différents outils qui nous permettent d'être là. Mais, tu sais, les technologies, je te mentirais pas, il y a eu des technologies au fil des années qu'on a dû ajuster parce que on a eu des bornes interactives de 8 pieds de haut où les concessionnaires ont pu interagir pour certains dans des ventes qui ont fait des ventes privées, des ventes spéciales, qui ont eux-mêmes lancé, mais qu'on mettait en place, puis c'était quelque chose qui était quand même assez coûteux à déplacer. On a réduit ces formats-là à des écrans comme ceux-là. Et aujourd'hui, ben, c'est des systèmes d'enregistrement. Donc, un client qui va en concession peut texter l'écran pour dire qu'il est là, au lieu d'avoir un registre inscrit avec un crayon. Donc, ça te permet d'avoir un meilleur contrôle sur ce qui se passe dans ton environnement aussi durant les périodes de COVID, mais aussi sur ta clientèle qui est active dans ta concession. Mais sans oublier que les règles et les lois sont là, ils doivent d'être respectés. J'ai une petite question vis-à-vis ça, justement. Est-ce que... je vais te laisser prendre une gorgée en même temps. Est-ce que les concessionnaires devraient s'inquiéter de justement la sécurité de leurs données actuellement? Est-ce que c'est une problématique qui est inconnue des concessionnaires selon toi? Mais j'adore la question que tu viens de poser parce que si tu ne l'avais pas posée, j'aurais mis une mise en garde. Et là, c'est à partir de ce moment-là, dans ton montage, tu vas mettre en bas mise en garde. Ça va sonner, là. Il y a des gens de l'industrie qui sont là en ce moment et qui poussent très fort, et je fais partie de ceux-là, de venir dire aux concessionnaires, soyez vigilants, soyez prudents de la façon que vous donnez de l'accès à vos données, de l'accès à vos informations. C'est facile de Comme quoi? Comme quelle information? Quelle donnée, par exemple? Je vais te donner un exemple. L'exemple fort simple. Moi, je suis une entreprise indépendante. OK? Je n'ai pas de propriétaire au-dessus de moi qui est propriétaire de groupe automobile ou de personnes du domaine automobile. Mais il y a certaines technologies, et je ne parle pas de la tienne, mais il y a certaines technologies qui existent, qui sont là, qui sont des technologies qui te permettent d'avoir des outils similaires aux miens. Et je ne dis pas ça parce que c'est des compétiteurs, au contraire. Mais ces données-là, la propriété de ça fait partie de la propriété d'un groupe automobile. Il y a des CRM aussi qui appartiennent à des groupes automobiles qui se sont développés au travers les... je nommerai pas de nom, mais qui se sont déplacés au travers des concessions. Et c'est des situations qu'on ne veut pas qu'ils arrivent parce que... je comprends que le monde est honnête, puis on considère à la base que tout le monde est honnête. Par contre, on ne sait pas ce qui peut arriver, puis les données, c'est hyper important qu'elles soient maintenues et contrôlées. J'ai fait des tests dans des concessionnaires automobiles. Facile comme ça. Un client qui
qui nous donne l'accès à son Google My Business pour qu'on puisse connecter ça à nos outils. Et puis, je téléphone en concession et puis je dis, je vais vous envoyer... bonjour, mon nom est Carl Boyer, je travaille dans la compagnie Info. Ça fait 1 heure qu'on s'est entendu avec le concessionnaire. La secrétaire ne sait même pas qui c'est. Ben, ouais, clairement. Bonjour, Carl Boyer de la compagnie Info. J'ai parlé avec votre directeur et je nomme son nom. Simplement vous dire que d'ici quelques minutes, vous allez recevoir un appel sur une autre ligne. Ça va vous donner un code. Pouvez-vous me le redonner, s'il vous plaît? C'est pour valider le numéro de téléphone et les informations. Oubliez ça, là. Aucune validation de je vais vérifier avec les personnes concernées. Puis ça sonne sur l'autre ligne, elle me donne le code. Mais tu sais, ça donne un exemple. Là, je viens de prendre possession de la fiche du client, là, qui est une partie de son... Ses données. De son adresse. Non, mais de son adresse de maison. Parce que ta fiche Google My Business, c'est comme l'adresse de ta maison. Là, fait que tu sais, c'est toutes des choses qui sont présentes dans le giron des concessionnaires. Puis que c'est facile de dire écoute, je vais avoir accès à tes données. Ça va être plus facile pour telle et telle raison. OK, on va demander à une compagnie, à notre DMS, mais le DMS, les compagnies de DMS qui sont, que ce soit Reynolds, que ce soit Cox ou les autres, font signer des documents envers le concessionnaire pour se libérer de certaines responsabilités. Il y en a d'autres qui ne le font pas, donnent l'accès, ne posent pas de questions. Et ça, c'est, pour moi, selon moi, une partie hyper importante. Parce que c'est des données que tu peux transmettre, qui sont des données qui peuvent être précieuses et des données par rapport à tes clients. C'est sûr et certain que ça ne te donnera pas le numéro de compte de banque et les informations financières du client, mais tu as certaines informations qui pourraient être libérées comme ça, qui pourraient être hyper importantes. Fait que, tu sais, au Québec, il y a un projet de loi qui s'en vient aussi puis qui va encadrer un peu mieux ce qui est fait. Mais du côté des entreprises qui sont des États-Unis, quand on fait affaire avec des entreprises qui majoritairement sont des États-Unis, du côté des concessionnaires automobiles, eux ont un intérêt très présent de venir chercher de l'information chez nous. Pourquoi? Ouais, savent pas, c'est ça. Donc, de la façon qu'eux procèdent, c'est leur façon de procéder. Mais on essaye aussi d'amener notre façon de faire. Fait que, nos différents outils, maintenant, on pousse de l'information dans ActiveX avec notre DMP. On marche les données, on les redonne à ActiveX. Mais on a une entente avec le concessionnaire et ActiveX. Avec Boom CRM, c'est la même chose. On le fait avec Pipedrive pour certains qui ont développé leur propre Pipedrive. Donc, les CRM, on redonne de l'information structurée. Donc, on travaille avec des outils comme ceux-là, mais on maintient le flot d'informations aussi et on garde ce qui est propre et qui est nécessaire. Donc, il y a un paquet de données qui rentrent qui ne sont pas nécessaires. On enlève ça. Après 30 jours, on ne garde pas les informations, on n'a pas besoin. Le client, ça fait 6 mois, il n'y a pas eu de suivi dessus, on ne peut pas le rappeler, on n'a pas besoin de ça. Donc, c'est toutes des choses que un jour, et avec les projets de loi qui s'en viennent, certaines personnes vont devoir se justifier. Il va devoir, selon le projet de loi, là, ce que j'ai pu constater, c'est qu'ils vont devoir avoir une personne ressource à l'interne qui va être mandatée, qui va être imputable aussi de ça. Donc, c'est dans cette direction-là. On ne veut pas carrer des situations comme Desjardins et les autres qui sont arrivés, pour ne pas les nommer, là, où il y a des données qui... Exactement. Puis, est-ce que tu as des petits trucs bien basiques que les consommateurs pourraient faire sans nécessairement faire affaire avec ton entreprise pour l'instant, mais des petits trucs day-to-day qu'ils pourraient faire pour essayer de se protéger ou mieux gérer leur sécurité dans un concessionnaire? Ça devrait toujours, à la base, partir du propriétaire et descendre. Tu sais, l'attribution des droits, là, quand j'ai suivi mes formations en informatique, mes certifications Microsoft et autres, quand tu attribues des droits, c'est de la même façon. Ça ne devrait pas partir de la secrétaire qui est propriétaire du compte Facebook puis monter vers le propriétaire. Parce qu'un jour, tu arrives dans des situations où là, on le vit, là, on a un cas avec un client en ce moment où la business, l'entreprise, le compte Facebook de l'entreprise n'est même pas propriétaire de sa propre page. Fait qu'on doit, et les employés
se déplacent, les gens ne restent pas en concession, il y a un turnover. Fait que c'est important de comprendre ça. Fait que, tu sais, un truc facile, rapatriez vos informations. Faites le tour de ce que vous avez comme compte, qui est propriétaire de votre compte. Vous allez avoir à vous justifier à un moment donné, puis même pour une transaction. On a eu un cas où un concessionnaire automobile était sur le point de transiger sa concession automobile et les comptes n'étaient même pas à son nom. L'autre, il va falloir que tu régularises ça avant. Tu vois l'ampleur de qu'est-ce que ça peut amener. Fait que c'est hyper, hyper important. Connais-tu des systèmes qui peuvent aider à centraliser ou des outils qui peuvent aider à centraliser toute cette information-là, comme par exemple, OK, mais tu sais, mon Google My Business, mes user passwords, c'est ça. Tu sais, il doit y avoir des outils. Moi, je l'utilise personnellement, j'ai un app sur mon cellulaire parce que j'ai toutes mes c'est ça. Il y a des outils pour maintenir l'ensemble des accès que tu peux maintenir. Là. Il y a des KeePass ou des outils qui s'achètent que tu peux utiliser puis qui gardent encryptés. C'est quoi ces outils? T'en connais-tu des... il y a KeePass qui peut être un outil où tu peux mettre l'ensemble de tes informations, de tes mots de passe à l'intérieur et tu as un mot de passe principal pour accéder à ces mots de passe-là. Mais là, on parle de sécurité de mots de passe plutôt que de l'accès à un compte. Et tu sais, je veux pas mélanger les deux puis mélanger les gens, mais quand je parle de propriété de compte, on parle de propriété Facebook, on parle de propriété de nom de domaine. Ça va jusque-là. Il y en a qui ne possèdent pas leur nom de domaine. Non, les propriétaires de nom de domaine sont souvent des fournisseurs de sites web qui ont fait l'acquisition du nom de domaine et qui ne sont même pas propriétaires. Il y a pour des concessionnaires à qui on a travaillé très fort, mais on a rapatrié les noms de domaine et les mettre au nom du propriétaire. Dans 15 ans, dans 20 ans, tu ne sais pas, est-ce que la compagnie va être vendue, la compagnie qui est fournisseur de sites web? Tu sais, il arrive des situations comme ça. Changer de fournisseur. Exactement. Mais comment se fait-il que dans d'autres secteurs d'activité dans lesquels j'ai travaillé, je ne voyais pas ça. J'ai resté très, très surpris quand je suis arrivé dans le domaine automobile. Ah non, c'est pas vous autres qui êtes propriétaire. Ah non. Et là, tu tombes dans un mode où tu veux pas que ça arrive. Et là, tu expliques ça au propriétaire, puis on dirait que tu viens de lancer une bombe parce que c'est du travail immense en arrière. Fait que là, puis c'est pas pour se générer de l'emploi, là, parce que c'est pas... je suis pas consultant pour rapatrier des comptes. Tu essaieras de communiquer avec Facebook, toi, demain matin. Tu vas voir que c'est compliqué en calvasse. Là. Quand ils suspendent un compte, là, c'est arrivé à un de mes clients, on suspendu un compte. Écoute, ils te disent par chat, puis tu peux même pas utiliser ton chat parce qu'ils ont suspendu ton propre compte, mais ils te disent par chat que dans quelques temps, ils vont te revenir. Ça peut prendre 12 heures avant qu'ils te reviennent. Puis quand ils te reviennent, ils disent on ne sait pas quand est-ce que ton compte va être établi. Écoute, c'est immense. Puis tu as des campagnes qui virent, là. Tu as des campagnes qui ne peuvent même plus arrêter. Fait que ça, là, d'être capable de rapatrier ces informations, de maintenir ces informations, qui a accès à quoi? C'est qui ma personne ressource dans ma concession qui a un lien direct? Parce que quand quelqu'un part, c'est un peu le cas, là. Dans nos outils de plateforme, on change des mots de passe en permanence. Dans Orage, on nous appelle la fille qui s'occupe des échanges chez Toyota telle place a quitté. Peux-tu recréer un compte? Ben oui, on n'a pas le choix. Puis on élimine puis on change les mots de passe. Puis là, on parle de sécurité, mais ça fait toute partie de ce giron-là. Fait que tu conseilles vraiment aux concessionnaires d'essayer de rapatrier le plus possible tout ce qui a rapport à leur entreprise. Par rapport à leur entreprise, autant au niveau digital que physique. La bâtisse, quand tu passes chez le notaire puis que tu es au registre des entreprises puis que tu as besoin de t'occuper de tes documents puis que tu payes tes impôts, est à toi la business, tu signes les chèques, c'est en même affaire en ligne. Elle a une identité en ligne, ta business. Tu dois la rapatrier. Vite fait, tu fais une liste de choses à rapatrier. Tu t'en as une? Mettons, non, mais j'ai pas de liste là, qui me vient en domaine, mais les noms de domaine, les comptes Facebook propriétaires, les comptes Google My Business, tous les comptes qui sont de propriété qui touchent l'entreprise. Ça peut être même le compte chez Yellow Page. Tu sais, rapatrier ça après, il faut que tu sortes le permis de conduire, il faut que tu sortes des factures de la business. Le propriétaire, il est propriétaire de 3 entités. Non, mais tu vois-tu le genre un peu? Le propriétaire de la concession est propriétaire de 3 entités. Il y a une compagnie à numéro qui est propriétaire de la concession. Là, ils disent, fournis-moi une facture qui prouve que tu es le propriétaire, mais non, tu comprends-tu? Écoute, c'est très complexe. Fait qu'essayer de l'anticiper puis de rapatrier tout. Exact. Donc, tu sais, les technologies, c'est super beau, c'est super génial dans le domaine automobile. Ça va vite.
Puis là, à un moment donné, tu prends un paquet d'affaires, mais tu peux perdre le contrôle aisément. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont là puis qui sont consultants dans le domaine. Puis je veux pas le plugger, mais je le salue au passage. Au passage, Dominique Sigouin, qui fait partie de ces gens-là, qui est consultant maintenant indépendant, qui accompagne les concessionnaires automobiles justement dans ces formules-là pour leur expliquer qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux données, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à vos comptes, à vos propriétés, qu'est-ce qu'il y en est, et qui les accompagne et qui réfère les bonnes ressources alentour de lui. Wow. Donc, c'est hyper important pour un concessionnaire de comprendre que ton avenir d'entreprise physique et digitale est aussi importante dans le nuage que physiquement. Là, effectivement, je pense que les concessionnaires bénéficieraient beaucoup à avoir un gars comme Dominique ou comme toi aussi là, qui va les aider et les guider dans cette chose-là, parce que je pense que les concessionnaires ont été poussés rapidement à faire le virage informatique, web et compagnie, ce qui fait que clairement, c'est pas tout le monde qui a eu le temps d'étudier la situation puis de se dire, de comprendre comment ça fonctionne, cette réalité-là. Fait que, tu veux pas, le monde vient de cogner. Hey, moi, on va te le faire ton site web. OK, c'est beau, il me faut un site web. OK, oui, j'embarque. OK, mais tu sais pas que t'es pas propriétaire de ton site web, tu sais pas telle affaire. Puis ça, tu rajoutes des couches, des couches par-dessus. Maintenant, ça peut faire. C'est un monde qui est très complexe. C'est sûr que on est dedans, nous autres, à longueur de semaine, puis avec nos outils, avec nos interactions. Puis, ça nous permet d'être capable de mieux le comprendre parce qu'on vit dedans. C'est la même chose pour toi avec tes outils. Tu sais, t'es un habitué de tout ça. T'as la tête dedans, tu le travailles. Les joueurs de hockey s'entraînent, eux, pour jouer leur match de hockey. Tu sais, on a chacun notre métier, mais le directeur général qui est là pour d'une concession, de gérer l'ensemble du personnel, qui est en pénurie de main-d'œuvre, qui doit courir d'un côté comme de l'autre. Il y a beaucoup de chats à fouetter. Ouais. Et c'est sûr que pour lui, ça peut devenir plus complexe. Les outils qu'on a au niveau des technologies, aujourd'hui, on est la saveur du mois, c'est très bon. Demain, on va-tu être la saveur du mois? Je le sais pas. Ouais. Et je n'ai vu dans le domaine automobile arriver puis que ça cartonnait, comme diraient les Français. Et puis, quelques mois après, ça change de cap. C'est la même chose pour nous. On ne peut pas prédire comment ça se passe. Encore ce matin, on annonçait que Facebook, au niveau du marketplace, ça plug au mois de septembre. Donc, ça va devenir Facebook Auto. Ça veut dire que tous les gens qui mettent de la publicité sur Marketplace et qui mettent des feeds, bien, ça change la donne. On ne sait pas dans quelle ligne directrice ça va aller, mais c'est en train de changer. Fait que ce que tu fais aujourd'hui, nous autres, on pousse les inventaires sur Google My Business. On sait que c'est quelque chose qui va être appelé à changer d'ici 2 ans parce qu'il tombe en pilote du côté des États-Unis pour avoir un espace d'inventaire. Mais d'ici 2 ans, ben, on tire profit de tout le trafic que ça génère chez le concessionnaire, puis ça roule pendant ce temps-là. Mais c'est pour ça qu'on ne met pas de contrat en place avec le concessionnaire pour l'attacher. On sait que dans 2 ans ou dans 1 an, la formule va changer. Mais dans 1 an ou dans 2 ans, il y a peut-être bien des chances que le concessionnaire nous appelle et dise hey, comment ça fonctionne, dans quelle ligne directrice qu'on s'en va. Et, c'est dans cette voie-là. Fait que maintenant, avec 12 outils qu'on a dans notre écosystème de Infra-Info, on l'adapte aux concessionnaires automobiles pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Les systèmes de rendez-vous qu'on a attachés aux livraisons de véhicules, c'est sûr que Reynolds en a un à 398$ par mois. Mais on en a un, nous autres, qu'on attache avec Cliquitel, puis que l'information va être générée dans l'écosystème de Cliquitel, puis on va redonner ça au concessionnaire. Explique-le-moi en détail un peu ce feature-là exactement. Ben, c'est quoi? C'est un système de rendez-vous rapide, simple, qui fait que quand une livraison d'auto qui est faite, les FNI, de leur côté, sélectionnent l'endroit dans le calendrier, ça envoie un texto à la personne qui a un rendez-vous, qui est la dame ou le monsieur, et ça envoie un courriel avec la pièce jointe du calendrier que la personne va recevoir aussi. Mais les informations du client viennent être validées dans notre système de Cliquitel pour s'assurer qu'on maintient les informations. Puis ça vient dire à notre système, il y a eu transaction. Donc, on peut garder contact avec le client pour 18 mois, moins un jour. On doit garder le contact aussi. Donc, non, mais est-ce que tu comprends un peu le pattern? Parce que ça ne veut pas dire qu'elle a acheté la voiture puis qu'elle va revenir dans 6 mois ou dans 3 mois pour son changement d'huile ou ses traitements. Peut-être qu'elle va faire ça au garage du coin. Donc, on a différents outils aussi sur le plancher qui nous permettent d'être capables
d'interagir avec le client de cette façon-là. Donc, parmi les outils que nous avons en place, ben, c'est de faire en sorte que les concessionnaires aussi, on puisse mesurer, arriver puis dire, écoute, regarde, on a envoyé 700 cartes postales. Là-dessus, tu en as eu 14 qui sont venus en concession puis qui ont acheté une voiture. Ça, c'est le rapport d'un Ford qu'on a sorti. Là. Okay. Donc, on lui montre les chiffres, on dit, garde, c'est ça, mais ça va s'étaler sur 3,1 mois. Mais il dit, pourquoi ça va s'étaler sur 3,1 mois? Parce que le parcours client chez vous, au moment où il commence à magasiner, puis qu'il termine son magasinage, il est de 3,1 mois. Donc, les cartes postales qui ont été envoyées, exemple, en février, ben, mars, avril, mai, devrait s'étirer jusqu'en mai. Fait qu'on va faire notre calcul sur 3,1 mois parce que c'est ça le cycle du client qu'on a. Et on s'en vient à avoir un cycle de vie d'un client. Et c'est ça la valeur d'une concession automobile qu'on essaie de leur expliquer. Et là, je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus parce que c'est vraiment important. Dans les années 1900, il y avait le magasin général. Le propriétaire du magasin général savait que la petite dame qui faisait de la couture, elle aimait tel type de dentelle, telle couleur. Il savait que telle personne travaillait dans la construction, aimait tel style d'outils. Le magasin général connaissait sa clientèle et commandait le matériel nécessaire pour combler sa clientèle. Il est arrivé la mondialisation, toute l'économie qui a changé au fil des années, et ça a fait en sorte que ça s'est démocratisé et l'ensemble des données se sont fragmentées. Donc, les données se sont fragmentées. Aujourd'hui, tu vas acheter un marteau chez BMR, mais tu vas acheter tes vis chez Home Depot, exemple. Bien, tes données sont fragmentées. Quand tu vas manger au restaurant, quand c'est ouvert, puis que c'est pas la pandémie, ben j'aime bien amener cet exemple-là. Si tu manges au même restaurant à toutes les semaines, à tous les mercredis à la même heure, tu as toujours la même serveuse. Il va arriver une bonne journée, tu vas arriver, qu'elle sait qu'à l'heure que tu vas arriver, puis ton café va être sur la table. Parce qu'elle va vouloir t'avoir fait plaisir. Ouais. Mais c'est un peu la même affaire. Puis on tend à aller vers ça dans les concessionnaires, d'arriver à comprendre tellement le client pour lui offrir le bon produit au bon moment, à la bonne personne. Et lâcher de cesser de marteler les clients avec du marketing puis de la publicité qui est non orientée vers lui. Générique, qui n'est pas au bon timing. Le gars, il adore les Supra, puis il magasine des Supra, ça fait 3 mois, puis tu le bombardes avec une Sienna 8 places. Arrête ça, là. On est perdu totalement. Fait que les données des années 1900 où tu avais le magasin général, pour en revenir à ça, on fait en sorte que ça a fragmenté. On est à l'ère aujourd'hui où on essaie de ramener les données à l'intérieur de la concession automobile pour mieux les comprendre, mieux les assimiler et de faire en sorte que les concessionnaires puissent dire « OK, ben là, mon client, là, il y a un cycle de vie chez nous. Il a acheté, je me souviens plus le chiffre exact de Forbes qu'on mentionnait, là, mais il y a plusieurs milliards de dollars annuellement qui sont déplacés dans une industrie, dans les différentes industries. Exemple, quelqu'un qui achète une voiture, mais qui revend sa voiture et qui se déplace d'un autre manufacturier. Mais là, je parle pas juste du domaine automobile. Je parle de plusieurs secteurs d'activité. Tu vas chez BMR, tu es allé aller chez BMR, tu vas aller à l'autre place. Tu vas dans un restaurant, tu vas à une autre place. Donc, ces données-là, il expliquait qu'il y avait des sommes d'argent astronomiques qui étaient perdues par rapport aux entreprises. Et aujourd'hui, le fait de prendre des données qui sont fragmentées, et les ramener et les resserrer, fait en sorte que tu vas mieux comprendre le cycle de vie d'un client. Le machine learning qui est fait en arrière des outils permet de mieux comprendre le client dans le cycle de vie. Tu achètes une voiture à 19 ans, ben 20 ans, 21 ans, tu vas faire ton entretien, tu vas changer de véhicule. C'est Michel Poulain, je pense, qui est passé, puis on salue Michel, qui est passé à tes bureaux, qui est passé ici au podcast il y a de ça quelques mois. Ben, Michel mentionnait que dans une vie, les montants peuvent être d'environ entre 500 et 1 million de dollars, 500 000 et 1 million de dollars qui peuvent être dépensés dans le domaine automobile. Fait que le concessionnaire qui décide de comprendre le cycle de vie ou la loyauté et fidélité d'un client, comme nos outils sont en train de mâcher l'information, apprend à mieux le connaître et à l'encadrer. La journée que Walmart va commencer à vendre des voitures qui vont être livrées par un manufacturier X, mais si tu as donné un service de qualité à ton client,
et que tu l'as encadré, tu l'as épaulé dans un processus d'acquisition complet, il y a bien des chances qu'il décide de revenir et rester chez vous. Tu sais, j'ai déjà vu dans un concessionnaire automobile assis au département de service une madame d'une 60aine d'années, puis je pense que je t'ai déjà conté l'exemple, là, elle est allée chercher un essuie-glace au département des pièces, puis elle a dit « Pouvez-vous me l'installer? » Puis elle a dit « Il faut prendre un rendez-vous à côté, tu sais, au département de service. » On comprend ça, là, mais d'installer un essuie-glace, là, ça prend 2 minutes à faire. C'est peut-être son dernier véhicule qu'elle va acheter chez vous. Y a-t-il un bout que t'es échappé? Moi, il y a une chose qui est certaine, c'est que je me dis, il y a quelque chose qui tombe entre 2 chaises. Le gars, même s'il n'avait pas le temps, il aurait dû prendre le temps. Parce que cette dame-là, vas-tu peut-être référer quelqu'un dans un prochain futur? Vas-tu être une personne qui va racheter un dernier véhicule chez vous, peu importe. Donc, le service client est hyper important. Ouais. Et les données fragmentées font en sorte que si tu as des équipes de BDC, comme BDC Solutions, qui t'accompagnent dans ta business, qui ont accès à tes informations, mais il faut qu'ils aient accès à toutes les informations, pas à une partie des informations, parce qu'il faut qu'il y ait toutes les informations du client pour l'accompagner. Fait que ces compagnies-là, une chance que l'équipe de BDC Solutions et Alain sont chevronnés, les équipes d'Activix aussi. Je vais faire comme Sean, je vais toutes les saluer. Mais qui sont chevronnés pour être capables d'aller chercher ces informations-là pour que ces équipes-là puissent être outillées. Mais les meilleures personnes aussi sont les personnes à l'interne qui sont les vendeurs, qui sont les personnes ressources. Mais les équipes de BDC Solutions sont aussi là pour épauler les vendeurs. Donc, ça fait conjointement une belle équipe. Avec des outils, on peut faire des miracles. Fait que si tu fais une belle combinaison de tout ça, ça ressemble à des ventes privées, mais des ventes privées de façon maison. Bien ciblé. Merci, Carl. Ça fait déjà un bon bout. Cheers encore. Merci de ton temps. Je conseille à tout le monde de prendre un peu de temps avec Carl, de l'appeler avec Infra-Info, puis d'essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire au sein de votre concessionnaire. Vous allez comprendre probablement beaucoup de choses. Là, on a survolé le sujet, mais quand on rentre vraiment dans les conversations de concessionnaires, comme on fait parfois ensemble, ça va très creux, puis c'est très complexe. Donc, si les gens veulent avoir un peu plus d'infos sur ton entreprise ou sur toi, ils te contactent de quelle façon? Sur info.ca, sur LinkedIn. Sur LinkedIn directement. Je conseille à tous les concessionnaires automobiles, tous leurs vendeurs d'être sur LinkedIn, d'être sur les réseaux sociaux, d'être présents sur les réseaux sociaux, de vous faire voir, d'être inscrit dans des groupes. J'ai vu Marc passer à ton podcast dernièrement, qui a écrit dernièrement dans son blog, d'inciter les gens à aller s'inscrire dans des groupes sur Facebook ou dans d'autres groupes. Moi, je conseille à ce que les conseillers soient là. Vous êtes des références en matière de véhicules automobiles, puis vous devez d'être là. Donc, ceux qui veulent me contacter, c'est sûr, il y a LinkedIn, il y a mon site web, infrainfo.ca, là, que les gens peuvent me rejoindre, puis c'est la meilleure chose. Et puis, habituellement, on monte live what you see is what you get avec nos outils, puis ça donne une bonne idée rapidement de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, exact. Super. Un gros merci. Pour ceux qui veulent écouter l'émission, évidemment, elle est disponible sur YouTube, sur Spotify, Balado et Google Podcast. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn si vous voulez voir des extraits et savoir quand les épisodes sortent. Merci beaucoup encore, Carl, puis on se reparle, nous, prochainement. Yes. Salut.